Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Joël, diffusé en direct le lundi 15 mai 2017 de 18h à 21h. Ce libre journal est réalisé par Jean-Édouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Joël, merci Jean-Édouard. Alors je reçois aujourd'hui un certain nombre d'invités très pointus sur la question du libéralisme, parce que je voudrais m'éloigner un petit peu de l'actualité politique immédiate, dont nous avons une indigestion, je pense, les uns et les autres. Et bien qu'aujourd'hui, 15 mai 2017, ce soit le jour de l'intronisation de M. Édouard Philippe, si je ne m'abuse, député maire du Havre, comme Premier ministre de son Excellence le Président Emmanuel Macron, que j'ai longtemps appelé Micron pendant toute la campagne, mais bon, maintenant, soyons sérieux. Maintenant, il est macronisé. Maintenant, il est carrément macronisé, oui. Voilà. Nous allons nous éloigner un petit peu de ces sujets immédiats. Nous en parlerons la semaine prochaine, rassurez-vous. Alors, nous aurons quand même une petite parenthèse dont je vous laisse la surprise à 19h15 sur la communauté des idées à droite. Mais en seconde partie, avec Jean-René L'Admiral qui est déjà là et que je séquestre pendant ces 3 heures dans le studio, nous parlerons du naufrage de la langue française. Nous demanderons si elle va survivre à Emmanuel Macron, ce qui n'est pas tout à fait évident, bien que Emmanuel Macron soit capable de réciter par cœur des tirades de Molière. Hein. J'ai vu ça sur Internet. Il a joué au théâtre. Il est certainement plus cultivé que ses 2 prédécesseurs. Ce qui est vrai n'est pas difficile. Et donc, en première partie, maintenant, nous allons parler du libéralisme. Le libéralisme conduit-il le cosmopolitisme? Alors, pour moi, c'est un sujet politique, plutôt métapolitique essentiel. Donc, je reçois à ma droite, géographiquement. Oui, normal, ça peut être à droite aussi. Le professeur Bertrand Le Ménissier, qui est économiste, qui est, on peut dire, le chef de file de l'école libertaire ou libertarienne en franglais en France. En franglais, au mieux. En franglais, ouais. Parce que les journalistes pensent... Non, parlez bien fort. Les journalistes confondent libertaire avec... oui, mais libertarien, c'est du franglais. Donc moi, je me refuse à dire libertarien, mais je vous laisserai le dire. Donc, ce sont les libéraux les plus radicaux. Dont nous aurons à parler justement de cette forme de libéralisme à propos de son lien éventuel avec le cosmopolitisme. Alors, j'ai déjà présenté Jean-René L'Admiral. Enfin, non, je ne l'ai pas présenté, je l'ai cité simplement. Il est philosophe. Il est aussi traductologue. Il est même plus que ça. Il est une des rares personnes dans l'histoire de l'humanité qui ait fondé une science. Alors, les mathématiques, c'est Pythagore ou Euclide. Et la traductologie, c'est Jean-René L'Admiral, ici présent. C'est plus facile de fonder la traductologie que de fonder la géométrie. Alors, je reçois également donc monsieur, que je ne me trompe pas, François Charles, c'est bien cela ? Tout à fait. François Charles, qui est donc lui photographe et puis chercheur en théorie de l'évolution, si je ne me trompe. Hein. Oui. François Charles. Et puis, notre ami déjà connu des auditeurs de Radio Courtoisie, il est venu au moins une fois, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas la dernière, j'espère, Grégoire Canlorbe, journaliste essayiste, qui a été ou qui est toujours collaborateur de l'Institut Copé. Exactement. Voilà. L'Institut Copé étant désigné, a pris le nom du château de Copé, où je suis déjà allé d'ailleurs dans une soirée de l'Ordre de Malte, si je ne m'abuse pas, il y a quelques années, et qui se trouve en Suisse, sur les bords du lac Léman. C'est bien ça ? Oui, je ne suis pas spécialiste. Le château de Copé était le château où se retrouvait Madame de Staël avec... Et son amant Benjamin Constant. Oui, et son amant Benjamin Constant qui n'a pas toujours été constant, du reste, dans son... Bon, dans ses amours, malgré son nom. À l'époque, ça n'a pas changé beaucoup. Mais
C'est l'époque, a-t-il dit, le camarade professeur Le Ménissier. Alors, qui veut introduire ce débat? J'ai envie de l'introduire moi, d'ailleurs, après tout, à moins que ce soit Grégoire Collomb qui le fasse. Oui. Oui, alors allez-y, introduisez le débat. Donc je rappelle que la question dont nous allons débattre, c'est le libéralisme conduit-il au cosmopolitisme? Il faudra peut-être, au passage, rappeler les définitions des mots. Alors, je me permets de demander à introduire le débat, car j'ai mené une série d'interviews avec notamment... Alors, pas d'interview. Oui, excusez-moi. Vous avez mené des entretiens, J'ai mis ma pièce dans le cochon. Donc, car j'ai mené une série d'entretiens avec notamment des intellectuels libéraux et libéraux extrêmes. Libéraux radicaux. Et vous regardez en direction de Bertrand Le Ménissier, ce que les auditeurs ne voient pas. Et notamment, j'ai eu un entretien avec monsieur Le Ménissier qui sera bientôt publié par professeur Le Ménissier. Avec le professeur Le Ménissier. Ça ne me dérange pas, je sais. Je tiens pas au titre particulièrement. Donc. Le professeur Le Ménissier. C'est pour l'exactitude des choses. Oui, vous avez raison. Entrevue qui sera publiée dans la revue Argument. Je pense que c'est une affaire de semaine. Donc dans le prochain numéro de la revue Argument. Donc, bien évidemment, on vous invite à lire cette interview cet entretien dès qu'il sera publié. Ça s'appelle être relapse. À l'époque de l'Inquisition, il y avait les relapses. Aujourd'hui, on dit plutôt les récidivistes. Comme le disait Saint-Augustin, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Est-ce que c'est Saint-Augustin qui disait ça? Enfin, peu importe. En tout cas, c'est très juste. Mais vous pouvez le lire en latin, du coup. Vous pouvez le lire errare humanum est, perseverare diabolico. Donc, et cette série d'entrevues que j'ai menées m'a permis de tirer certains enseignements sur le libéralisme et le cosmopolitisme, et sur les relations qu'ils entretiennent. Donc je pense que le libéralisme extrême, c'est-à-dire qui pousse jusqu'au bout la logique libérale, est cosmopolite par définition, par nature. Alors je m'explique. Grave accusation, Bertrand Le Ménissier. Mais le cosmopolitisme n'est pas un mot... c'est pas un mot... ça veut dire citoyen du monde, citoyens du monde. Si vous me le permettez, j'aimerais d'abord définir les termes et définir ce que je veux. Pourquoi est-ce que j'ai posé le libéralisme extrême comme cosmopolite, et ensuite monsieur Le Ménissier et d'autres pourront me répondre et me dire si je me suis trompé. Donc le libéralisme extrême, c'est-à-dire poussé jusqu'au bout, c'est essentiellement une forme d'égalitarisme qui reconnaît comme naturelles et légitimes les seules inégalités économiques, c'est-à-dire les inégalités de revenus ou les inégalités de profession. À cet égard, le libéralisme extrême refuse les distinctions de rang, ou si vous préférez les castes, et il refuse également la distinction civique entre national et étranger, ce qui revient à refuser l'existence des nations, d'une certaine manière, enfin même radicalement l'existence des nations. Cette position égalitariste s'accompagne d'une conception anthropologique qui tient l'être humain pour un animal avant tout commerçant et hédoniste. Et elle s'accompagne d'une conception sociologique qui considère que la division du travail et le commerce tiennent lieu de lien social fondamental. C'est-à-dire que la religion, le droit, les mœurs, les coutumes sont des phénomènes secondaires, et ce qui fait vraiment tenir la société ensemble, c'est la division du travail et c'est le commerce. Or, comme la division du travail n'a pas d'autre limite que l'étendue du marché, pour paraphraser Adam Smith, la société, de ce point de vue, est virtuellement infinie, parce qu'elle est seulement bornée par l'étendue du marché. Ce qui revient ici encore à nier l'existence de la nation, et comme on le voit bien avec des auteurs comme Mises ou Ayn Rand, ces auteurs considèrent finalement que les nations n'existent pas et que la société n'a pas d'autre limite que l'étendue de la division du travail, sous-entendu la division du travail mondial. Donc ils considèrent que les nations ne sont en pratique, ils considèrent que les nations sont des freins au développement de la division du travail mondial. Alors cette idéologie, à ma connaissance, n'a jamais été vraiment appliquée, et les libéraux n'ont de cesse de le répéter, à mon sens, et d'affirmer qu'on a testé le communisme, mais qu'on n'a jamais testé le libéralisme extrême dont ils parlent. Il existe cependant un libéralisme, ce que j'appelle un libéralisme national, et je préfère employer le terme, à vrai dire, libéralisme territorial et aristocratique, pour citer une formule de mon ami Thibault André, que j'en profite pour saluer. Et c'est une idéologie, le libéralisme national, qu'à mon sens, on voit appliquer en Russie, ainsi que dans la plupart des pays asiatiques. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt... Vous faites penser... Vous saluez votre ami Thibault André, que je ne connais pas, vous faites penser à ces gens qu'on voit à la télévision qui disent « Bonjour, maman !» Oui. Je suis courtois pour rendre hommage à la courtoisie. Mais qui est monsieur Thibault André ? C'est un financier qui promeut le libéralisme national et qui réfléchit beaucoup sur ces sujets, qui a notamment... Comme Charles Gave, en quelque sorte.
Oui, en quelque sorte. Ce sont des gens très très bien. Hein. Et qui a notamment partagé notre entrevue, tous les deux, et qui a eu le courage de la défendre. Tous les deux, c'est-à-dire Grégoire Canlorbe et Henri de Lesquen. Voilà, qui a eu le courage de partager notre entrevue entre Grégoire Canlorbe et Henri de Lesquen, et qui a eu le courage de la défendre sur les réseaux sociaux. Alors, Monsieur Thibault André, je vous remercie. Et je vous félicite aussi. Et en quelques mots, le système libéral national, je pense qu'il assume la hiérarchie traditionnelle avec la présence d'une caste guerrière qui détient le pouvoir politique, mais il cherche à concilier cette hiérarchie traditionnelle et cette inégalité en droit avec la mobilité sociale et avec l'absence de privilèges proprement héréditaires. Ce qu'on voit en Russie, où M. Poutine a constitué une classe, entre guillemets, de guerriers, mais en fait, plus précisément, ils sont issus de l'armée et de la police secrète, et c'est eux qui tiennent les rênes du pouvoir. Donc, d'une certaine manière, il a rétabli la hiérarchie traditionnelle des fonctions en mettant les guerriers à la tête de l'État, lesquels ont sapé plus ou moins l'influence des oligarques, donc des marchands. En outre, le libéralisme national cherche à préserver l'identité des peuples, et il n'oublie pas qu'une certaine homogénéité génétique, ainsi qu'un territoire d'appartenance commun, font partie intégrante du lien social. Et donc, on ne peut pas réduire la société à la division du travail et au commerce, il faut aussi prendre en compte l'homogénéité génétique et le territoire d'appartenance. Donc il faut prendre en compte les identités territoriales et génétiques pour comprendre l'identité des peuples. Et enfin, ce libéralisme cherche à favoriser le développement des affaires et la division du travail. Il est ouvert au matérialisme et au consumérisme, mais il n'oublie pas que l'être humain est un animal avant tout territorial et hiérarchique, soucieux de se réaliser individuellement et pris de lutte de prestige. Donc ce libéralisme n'envisage pas l'hédonisme consumériste comme le seul mobile de l'existence humaine, mais aussi la construction de la personnalité, la construction du caractère et finalement l'esprit martial et l'esprit de conquête, donc l'esprit aristocratique. Et c'est ce qu'on voit en Asie, où notre ami François Charles pourra sans doute nous en parler, car il a beaucoup voyagé en Asie, il connaît très bien le libéralisme asiatique et la fierté culturelle qu'il y a là-bas. Donc j'ai terminé, je vous remercie. Alors, vous n'avez pas terminé parce que l'émission continue avec vous. J'ai terminé. Alors, Grégoire Canlorbe, merci pour cette introduction. Je voudrais, peut-être avant que nous continuions, je voudrais définir les mots. Parce que, comme disait mon maître à penser Vilfredo Pareto, grand libéral devant l'éternel, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses, et il disait aussi que les discussions politiques tournaient à l'infini sans résultat, les discussions en général, parce que les participants à la discussion n'employaient pas les mots dans le même sens. Alors ça, il faut toujours avoir ça à l'esprit pour ne pas perdre son temps dans des discussions vaines. Et moi, je voudrais que cette discussion soit riche. Alors, d'abord, le libéralisme. Je crois que le libéralisme, on sait bien ce que c'est. Ce qu'on ne sait pas, c'est sa grande variété interne. J'avais fait autrefois, dans le livre collectif du Club de l'Horloge, aujourd'hui Carrefour de l'Horloge, l'identité de la France, j'avais fait un chapitre intitulé « Libéralisme national ou libéralisme utopique ». Et je disais ceci, je disais que quand on se réfère au libéralisme constitué, les auteurs qui sont Hayek, Röpke, Robbins, Friedman, Gilder, etc., on voit bien qu'il y a un courant de pensée bien défini qui insiste, comme le nom de libéralisme veut le dire, sur les libertés individuelles. Donc on peut, en première approximation, en première approche, dire que est libéral quelqu'un qui pense que dans l'ordre politique, la liberté individuelle est le premier des biens, est fondamentale, et qu'elle repose sur le droit de propriété. Il n'y a pas de vrai libéral s'il ne défend pas le droit de propriété comme la première des libertés individuelles, ou comme une des premières des libertés individuelles. À cet égard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est en grande partie libérale, puisqu'elle pose comme principe que le droit de propriété est inaliénable et sacré, ou inviolable et sacré. Je crois que le terme exact est celui-là. Pour autant, on voit bien qu'il y a une grande variété de présupposés ou de fondements idéologiques parmi les grands auteurs libéraux. Par exemple, chez Frédéric Bastiat, et aujourd'hui chez les libertarians en anglais, libertaires en français, ou libertariens, comme dit notre ami le professeur Bertrand Le Ménissier ici présent, le libéralisme est assis sur la théorie des droits naturels de l'homme, qui résulterait, par pure logique, de principes évidents par eux-mêmes. Je crois que celui qui a poussé le plus loin cette
Cette conception, c'est sans doute, comment s'appelle-t-il, Hermann Hoppe, qui pourtant a des conceptions très voisines du libéralisme national dont parlait à l'instant Grégoire Canlorbe. Chez Hayek, par exemple, qui est l'héritier d'Edmund Burke, eh bien, en fait, Hayek n'accepte pas cette théorie, pas plus que Burke. On peut dire qu'il y a une théorie libérale rationaliste qui, au fond, remonte à l'auteur de l'essai sur le gouvernement civil, c'est-à-dire Locke. Il y en a une autre qui remonte à Edmund Burke avec son livre génial qui s'appelle « Réflexions sur la Révolution de France », 1790, et qui dit que le libéralisme repose sur les traditions. C'est tout le développement que fait Hayek dans son droit, législation, liberté, je crois que c'est son livre le plus important, où il distingue le cosmos du taxis, c'est-à-dire l'ordre spontané de l'ordre construit. De l'organisation, la société n'est pas une organisation comme une entreprise ou l'État lui-même, c'est quelque chose de plus compliqué et que personne ne peut reconstruire. D'où la catastrophe que représente la volonté de faire table rase du passé pour reconstruire une société nouvelle. Alors, d'ailleurs, je pourrais dire qu'il y a même une troisième théorie, peut-être y en a-t-il d'autres encore, parmi les grands penseurs du libéralisme, c'est ceux qui, comme Mises, qui est un héritier de Bentham, se réfèrent à l'utilité. Mais là encore, il s'agit d'un rationalisme, c'est-à-dire qu'on écarte la tradition et on prétend, par des raisonnements purement logiques, établir une doctrine politique. Bon. Alors, voilà, donc on a un libéralisme qui en lui-même apparaît homogène, par les principes politiques qu'il pose, la liberté individuelle, le droit de propriété, liberté contractuelle, et qui en réalité est extrêmement diversifié quant à ses principes politiques, et donc finalement peut-être aussi très diversifié dans ses conséquences politiques. Sur Hermann Hoppe, par exemple, a des positions sur l'immigration qui ne sont pas exactement celles de Mises, même pas du tout. Alors, ça c'est le libéralisme, et je voudrais parler maintenant du cosmopolitisme. Alors, le cosmopolitisme, ne cherchez pas la définition correcte dans le dictionnaire, sauf dans le Littré, où elle est bonne, mais dans le dictionnaire actuel, les plus courants, elle n'est pas bonne, enfin elle n'est pas bonne, elle n'est pas celle que je propose. Pour moi, j'appelle cosmopolitisme une idéologie, qu'on peut appeler l'idéologie cosmopolite ou cosmopolitique, qui remonte très clairement à l'école cynique, 350 avant Jésus-Christ à Athènes, dont le plus connu est le fameux Diogène le cynique, qui vivait dans un tonneau, qui a dit à Alexandre le Grand, phrase célèbre, « ôte-toi de mon soleil ». Et ça, c'est le cosmopolitisme radical qui s'est développé, qui a pris des formes plus ou moins édulcorées dans le stoïcisme, et dont le principe, et c'est là qu'on rejoint la question du libéralisme, dont le principe est de refuser les frontières. Mais les frontières dans les deux sens du terme. Les frontières physiques et les frontières morales. Alors, refuser les frontières physiques, c'est refuser la distinction, évidemment, entre les peuples et les nations. C'est dire qu'on ne peut pas mettre de limite à l'immigration, au libre-échange. C'est dire aussi peut-être qu'il faut un État mondial. Mais c'est aussi un refus, dans le cosmopolitisme de Diogène le cynique, des frontières morales, au sens large. C'est-à-dire tout ce qui sépare le vrai du bien, le beau du laid, le bien du mal. Et je soutiens pour ma part, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que nous sommes aujourd'hui, depuis que s'est constituée une superclasse mondiale, à la fin du XXe siècle, nous sommes dans une phase où l'idéologie dominante mondiale est le cosmopolitisme. Et tout se tient. Le prétendu art contemporain, que j'appelle pour ma part un honneur dégénéré, le mariage homosexuel, la théorie du genre qui nie la différence entre les sexes, l'affirmation dogmatique qu'on enseigne aux enfants des écoles, les malheureux, que les races humaines n'existent pas. C'est-à-dire que l'espèce humaine aurait cette particularité, l'espèce homo sapiens aurait cette particularité qu'on n'aurait pas le droit de lui appliquer la taxinomie linéenne et de la diviser en races ou en sous-espèces. Les sexes non plus. Les sexes, c'est la théorie du genre. Les sexes seraient une construction sociale. Non mais je vous renvoie sur ce plan au rapport que j'ai fait pour le Carrefour de l'Horloge, à l'occasion du prix Lysenko que nous avons donné à Judith Butler, qui est le pape ou la papesse de la théorie du genre. Bon.
Faut-il dire le pape ou la papesse? Nous en parlerons tout à l'heure lorsque nous parlons de la langue française, Jean-René L'Admiral. Ah, mais il y a eu une papesse, déjà, la papesse Jeanne. Non, c'est une mauvaise légende des anticléricaux. Vous êtes un très vilain, Jean-René L'Admiral. Alors, voilà. Donc, la question est de savoir si, sous prétexte de liberté, il faut refuser l'État, d'abord, parce que l'État est quand même l'instrument de la nation, si nation il doit y avoir, ou l'instrument du peuple, constitué en entité politique. Et si, au nom du libéralisme, poussé à l'extrême peut-être, ou ramener à ces principes, on doit refuser toute restriction aux échanges de marchandises, comme toute restriction aux échanges de personnes, c'est-à-dire à l'immigration. Alors là, j'aimerais que mes invités, François Charles et Bertrand Léménissier, réagissent, peut-être aussi Jean-René L'Admiral. Bertrand Léménissier. Oui, j'aimerais bien réagir parce que je boue depuis Restons calmes. La traduction de Grégoire sur le Grégoire Collomb, sujet. vous ne l'étranglerez qu'à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Il y a au moins une chose qu'il faut comprendre ici. Vous en parlez pas de trop, parce qu'il faut dissocier effectivement ce qu'on appelle la nation ou la communauté nationale, etc., de l'État. Il y a quand même une période pendant très longtemps où il y avait des rois, des monarchies, et la relation entre le monarque et puis ses sujets, d'une certaine façon, n'avait rien à voir avec la relation que nous avons avec l'État aujourd'hui et l'État-nation. C'est-à-dire que le concept d'appropriation par l'État de la nation est quelque chose d'extrêmement récent. Au XIXe siècle, encore en Prusse, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le nationalisme, entre guillemets, prussien ou même italien, va naître à la fin, bien entendu, de ce siècle-là. Et la France est précurseur parce qu'il y a eu Louis XIV, il y a une conception de l'État absolutiste. Alors, il ne faut pas confondre, par exemple, l'idée ou le libéralisme au sens qui a été très bien mentionné de l'échange, du commerce entre des gens qui ne se connaissent pas, des étrangers. Ça existe bien avant que l'État existe. Il faut comprendre que les marchands autour de la Méditerranée, ils commercent, ils échangent, et la question des droits, des prélèvements de la taxe, ça c'est autre chose. C'est la question de l'État lui-même. Comment ceux qui arrivent à un pouvoir quelconque financent leurs dépenses ou exploitent une communauté ou non. Donc je pense qu'il faut séparer cette question-là. La plupart des libéraux, d'une façon générale, disent simplement que les frontières au sens de la taxation, faites attention à ça ici, c'est ça qui est essentiellement critiqué, c'est-à-dire que plus vous permettez l'échange, plus les gens vont s'enrichir d'une façon, et le prince au passage parce qu'il taxe, mais je pense que c'est une question séparée. Le cosmopolitisme va beaucoup plus loin, et c'est vrai qu'il y a une racine au sens, si je relis Mises, l'idée que le libéralisme est fondé sur les droits individuels, sur le droit de propriété sur soi, est quelque chose d'universel. Donc, il est vrai que je me promène en Asie ou je me promène partout. Mon premier réflexe en tant que libéral, c'est de considérer cet individu comme propriétaire de lui-même, et je lui dois le respect, aussi bien dans l'échange, etc. Je ne vais pas l'agresser sous prétexte qu'il est religieux, il partage pas mes convictions, etc. Et l'échange et la division du travail permet, le commerce est souvent mentionné comme un instrument de paix, ce qui est vrai en très grande partie. Alors, ne confondons pas cet aspect des choses, c'est-à-dire que le fait que je fonde la liberté individuelle sur le droit de propriété, et moi, le plus libertarien, ce sera le droit de propriété sur soi-même, qui nous renvoie à des questions éthiques et bioéthiques très naturellement, c'est une chose qui est un principe universel que je respecte. Il y aura le principe de non-agression qui joue. Et il y a l'idée, même parfois on le retrouve chez Mises, que puisque c'est universel, je suis un citoyen du monde au sens où, quand je vais me déplacer, et qu'effectivement il y a quelqu'un qui m'empêche de me déplacer, et ça c'est la question importante, parce que vous oubliez de bien préciser, c'est la différence entre OPE et beaucoup d'autres. La frontière. Herman Hoppe. Oui, Herman Hoppe. Je l'explique à mon voisin. Je veux dire, mais quand vous êtes chez vous, j'ai remarqué que pour entrer chez vous, il y a 3 codes. Enfin, ici, il y en a 2. Et il faut les avoir. Donc,
par définition, vous avez instauré une frontière. Vous excluez des gens que vous ne connaissez pas. Donc, quand je privatise, je suis en train d'instaurer une véritable frontière, avec des barrières, avec des choses de ce style. Quand ce n'est pas le propriétaire qui décide, mais un tiers, élu ou pas élu, un roi ou tout ce que vous voulez, qui décide, la relation n'est plus la même. Alors, nous allons revenir à cela, parce que la question est de savoir si effectivement on peut élargir, comme vous avez l'air de le dire, la question de la copropriété à la nation tout entière. Mais je voudrais que François Charles intervienne à ce stade pour qu'il nous dise ce qu'il pense de ce qui a été dit précédemment, à la fois par Grégoire Canlorbe, par Bertrand Lemenissier et par moi-même. Alors, François Charles. Je boue. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses et je vais essayer de présenter les choses d'une manière un peu différente. D'une part par effectivement les réflexions que j'ai en voyageant dans les endroits un peu perdus de la planète, ce qui permet de faire une sorte de voyage dans le temps où on revit des choses qu'on a pu vivre il y a un siècle ou 30 ans, parce qu'on voit une évolution de la société. Et parce que aussi je travaille sur des problématiques d'anthropologie évolutionniste, mais plutôt sur les problèmes de santé, mais qui m'ont fait m'interroger sur les évolutions de l'esprit humain. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit, j'ai entendu le mot utopie. J'ai entendu la notion de « Ah, mais on n'a jamais essayé ce libéralisme-là ». J'ai entendu des réflexions sur la race. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les choses évoluent et est-ce qu'il y a des fondamentaux, et notamment des fondamentaux, des biais évolutionnistes cognitifs qui pourraient expliquer pourquoi les choses arrivent. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on voyage dans les endroits très perdus en Asie, effectivement, comme vous le disiez, on voit la propriété privée dans les endroits très perdus. C'est pas des choses... Quand on est dans les rizières, tout le monde a son petit lopin de propriété, et voilà. L'homme est un animal territorial. L'homme est un animal territorial. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en termes d'organisation de la société, moi, je me pose la question s'il n'y a pas des problématiques par rapport à la limite de Dunbar. C'est le nombre d'interactions qu'un esprit humain est capable de gérer. Moi, dans beaucoup d'endroits où je vais... Limite de qui ? De Dunbar. Je connais pas. Dunbar, c'est quelqu'un... D-U-N-B-A-R. C'est quelqu'un qui a travaillé sur les capacités de connexion de l'esprit humain entre les individus. Et c'est des travaux qui sont revenus très récemment avec les réseaux sociaux et les gens qui jouent en ligne, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes ne pouvaient pas plus gérer un cercle de plus de 150 personnes. Et donc, c'est déjà beaucoup. Et ce qui est beaucoup. Mais les femmes peuvent gérer plus de choses à la fois que les hommes. Ah oui, ça c'est sûr. Je parlais en termes de connexion de personnes. Et ce qui est très intéressant dans les villages, c'est que c'est toujours des villages de 1 millier de personnes, de quelques milliers de personnes. Et tout le monde connaît tout le monde directement ou à 3 degrés. À partir du moment où on va dans la ville, et notamment Ardrey l'avait remarqué... Robert Ardrey. R-D-R-Y. On tombe dans une nouvelle organisation sociale. Et il se posait la question si, typiquement, le fait que dans des petites sociétés, tous les adultes ont une fonction parentale, le fait d'aller dans une ville où, notamment, on va faire des tours d'immeubles, on voit plus les enfants, cette fonction disparaît et les choses changent. Quelle fonction disparaît ? Fonction parentale des adultes. Aujourd'hui, si vous êtes dans la rue que des gamins font des bêtises, vous n'allez pas intervenir sur les enfants, sinon vous allez avoir des problèmes. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que je pense que l'être humain a gardé une vision symbolique du territoire qui a changé dans la ville et qui a changé aussi avec les réseaux sociaux. Seth Godin a parlé d'un nouveau concept, il parle des Qui Seth Godin, c'est le pape du marketing aux États-Unis. De la mercatique, ouais. Marketing. Oui, marketing. Oui, marketing. Et il a développé la notion de tribu. C'est-à-dire qu'il explique qu'aujourd'hui, on va chercher des gens qui partagent des fondamentaux. On peut se poser la question si la notion de tribu, ce n'est pas quelque chose qui est lié au mâle alpha, à l'alpha et au groupe social, puisque Robert Ardrey expliquait que ce qui définissait l'alpha, ce n'était pas l'alpha, c'est dans un poulailler, le coq qui est plus fort que les autres coqs, et qui les brime et qui est le seul à profiter des poules. Ardrey critiquait... C'est bien ça, résumé. Ardrey critiquait cette position. Il disait que chez les mammifères, ce qui définissait l'alpha, c'était que le groupe suit l'alpha. Donc ce qui définit l'alpha, c'est le fait qu'un groupe suive des personnes et non pas qu'une personne impose... Mais vous m'effrayez, ça veut dire que les Français vont se mettre à imiter Emmanuel Macron alors C'est déjà fait. Ah, quelle horreur.
Ils auront une bague à chaque doigt, pardon, à chaque main, une alliance à chaque main. J'en ai qu'une. Il faudrait que je me... Macron, il a une alliance à l'annuaire de la main droite, une alliance à l'annuaire de la main gauche. Excusez-moi, c'est une anecdote en passant pour dérider le débat ou dérider l'atmosphère. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se poser la question, et qui va arriver à votre réflexion sur le postmodernisme, c'est à partir de... Personne n'a parlé de postmodernisme jusqu'à présent. Nous parlons de cosmopolitisme. Cosmopolitisme, mais vous avez parlé il n'y a pas de différence entre les sexes, il n'y a pas de différence entre tout un tas de choses. Je n'ai pas parlé de ça. Moi, Henri de Lesquen. Henri. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un anthropologue évolutionniste qui s'appelle Lieberman. Il a introduit une notion qui s'appelle la dysévolution. Et en fait, cet homme s'est intéressé à tous les problèmes de santé modernes. Et en fait, il expliquait que l'évolution, c'est l'adaptation à la pénurie. Et que depuis très peu de temps, depuis 150 ans, on est devenu dans une société d'abondance. Cette société d'abondance a conduit à l'obésité, a conduit à tout un tas de problèmes de santé avec l'inactivité physique, les maux de dos. Vous pensez que les obèses sont plus libéraux que les maigres ? Alors, j'ai pas forcément d'avis dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que l'évolution nous a... Bertrand Lévinici n'est pas très gros, hein. Oui, mais j'ai maigri. Hein. Pour des problèmes de santé, d'ailleurs. Voilà, c'est intéressant. Un régime. Bon, alors revenons au libéralisme. Et donc, si on revient au libéralisme, si on part du principe que c'est une idéologie, une utopie, pour répondre... Ça, c'est un présupposé. L'idéologie n'est pas utopie. Alors, je vous ai parlé d'utopie tout à l'heure. Je n'ai pas parlé ni d'idéologie ni d'utopie, moi. J'ai fait la distinction pour ma part, Henri de Lesquen, entre libéralisme national et libéralisme utopique. Mais pour montrer qu'on pouvait distinguer très grossièrement deux formes de libéralisme. Mais en fait, il y en a davantage que de formes. Voilà, et donc il y a plusieurs formes. Et je réagissais sur l'introduction de Grégoire, en fait. Grégoire Canlorbe. Voilà, Grégoire Canlorbe. Et donc, sur cette introduction, ce qui est intéressant, c'est que l'anthropologie parle de gène culture coévolution. C'est-à-dire, l'évolution a favorisé des groupes de population avec une culture propre. La culture a favorisé la reproduction de certains individus, et c'est une boucle de rétroaction permanente. Le fait de vouloir faire des sociétés utopiques, on peut se poser la question, c'est qu'au final, tous les régimes totalitaires du XXe siècle, qui sont la négation de la liberté, étaient basés sur une vision utopique des choses. Ils voulaient faire ils avaient une vision tout culturelle de l'humanité, ils voulaient faire un homme nouveau. On peut se poser la question, notamment sur toute la réflexion qu'on vient d'avoir, si au XIXe siècle, l'émergence des villes et l'explosion de la démographie a vu l'émergence de Malthus, de la pensée malthusienne, nous sommes trop nombreux sur la planète, qui a inspiré Darwin dans sa théorie des espèces, qu'il reconnaît lui-même. Le cousin de Darwin, Galton, a été à la base des théories eugéniques. Et on voit que très probablement, tout un tas d'idéologies sont basées sur des biais cognitifs de perception de notre environnement. Et une des raisons pour laquelle je pense que Grégoire disait « nous n'avons jamais testé certaines formes de société », c'est que... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les libéraux. Et je les cite, les libéraux extrêmes. D'accord. C'est que peut-être il y a une nature biologique, nous avons des biais de psychologie sociale et cognitifs qui fait que la manière dont nous organisons la société répond à des schémas inconscients dont on nous disait on va recréer le territoire dans le territoire de la ville, on va recréer tout un tas de relations entre les individus, qui fait qu'en ayant une vision de la même manière que Mises critiquait le planisme en économie, en anthropologie, c'est la même manière, en pensant que les individus, ça doit fonctionner d'une certaine manière, il y a une négation de la réalité. Et il me semble qu'on en arrive, c'est Stéphanix qui expliquait que le marxisme, après son effondrement successif, avait abouti à la pensée postmoderne, et notamment avec des personnes comme Derrida qui expliquaient que au final, il y avait une opposition entre les individus et entre les groupes, et il y a une guerre des mots. L'homme et l'Occident est bon, et la femme et l'Orient est mauvais, et on est arrivé dans une guerre d'inversion de valeurs. Et je pense que toutes ces idéologies-là sont basées sur des biais évolutionnistes. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de culpabilité de la même manière qu'on est devenu obèse parce qu'on mange trop. On est une société... Bien. Revenons donc à nos moutons, c'est-à-dire au libéralisme par rapport au cosmopolitisme. On peut réagir juste. Oui, Bertrand Lévinici, je ne veux pas
Je veux dire, il n'y a pas de gêne particulièrement du point de vue du libéralisme particulier qui fait que certains sont plus libéraux que d'autres en dehors de la famille, de l'éducation ou des choses de ce style. Le fait qu'effectivement chacun perçoit l'environnement d'une façon différente, il faut faire très attention quand même que avant l'arrivée des villes, même dans les années 50, c'est quand même pas très loin, les campagnes sont pleines de gens. Seulement on les voit pas. Et là, je suis d'accord avec vous, l'émigration profonde vers les villes nous a fait découvrir tout un tas de gens qu'on ne connaissait pas, qui cherchaient effectivement la richesse parce qu'ils ne l'avaient pas dans la campagne. Donc, dans ce phénomène très traditionnel de l'émigration vers les centres des affaires, ce que nous observons aujourd'hui a une dimension très différente puisque c'est au niveau mondial. C'est la première fois de l'humanité qu'il y a plus de personnes dans les villes que dans les campagnes. Exactement, tout à fait. C'est une vraie modification du territoire. Alors, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que d'abord, la structure politique n'est pas adaptée du tout à ce phénomène que vous soulignez, puisque l'État-nation, finalement, aujourd'hui, on le voit même, puisque c'est une discussion politique à l'heure actuelle, le cœur d'une nation, c'est la ville. Si j'enlève Paris et l'Île-de-France, il ne reste rien. Oh non, vous pouvez pas dire ça. Enfin, bon, tu me laisses les Marseillais, si tu veux. Non, mais la Touraine, la Bretagne, la Bourgogne. Les Marseillais, les Bretons, les Normands, je suis pas sûr que ce soit des Français. Oh, écoutez, vos provocations sont indécentes. La question n'est pas là, c'est qu'effectivement, le cœur des grandes villes, ça a été même mentionné, si je rassemble dans le monde tous les maires, effectivement, ils ont un poids économique et démographique qui est largement supérieur aux États. Est-ce que c'est faites attention à ça, parce que la plupart des États sont des petits États. Il n'y a pas une contradiction, un paradoxe dans le fait que vous faites l'apologie de la centralisation? Je ne fais pas du tout l'apologie. Je n'ai pas parlé de la ville, de la structure politique de la ville. Ménissier, François J'observe quelque chose. Je signale simplement Jean-René Admiral, que la démographie, c'est une chose qui remonte de tout temps. Je voudrais revenir à mon interrogation principale et centrale, qui est le libéralisme conduit-il au cosmopolitisme? Alors donc, le libéralisme implique-t-il la disparition des frontières? La réponse est négative pour moi, en tous les cas. Alors, expliquez pourquoi. La disparition des frontières n'est pas liée au libéralisme, il est lié à celui qui prédate le territoire. Donc ça, c'est une chose très différente. Il y a un gouvernement, il y a un roi, il y a un monarque, il y a le Turc qui gouverne, qui prend le pouvoir, qui taxe, il est là, lui. Il a le monopole de la force. Donc vous ne pouvez pas négliger ce phénomène institutionnel qu'on doit comprendre, c'est-à-dire la formation des États et la façon dont ils pratiquent, et de bien dissocier, ou de ne pas attribuer à des choses qui n'existent pas, les méfaits de ces gens-là. C'est-à-dire la façon dont ils conçoivent la nation, la façon dont ils me conçoivent moi comme esclave ou propriétaire de moi-même, avec l'idée que l'État, quand il défend sa frontière, il défend son pouvoir de taxation. Il ne veut pas que le voisin vienne. Quand il instaure une taxe, c'est clairement pour contrôler. Quand j'ai un passeport, il me contrôle. C'est pas n'importe quoi. Donc, vous invoquez une donnée de fait à juste titre, mais est-ce que la logique du libéralisme, ça n'est pas justement de subvertir, de remettre c'est pas en la logique. question... Vous avez raison de mentionner ça. La logique ici... Subvertir quoi? De subvertir justement oui, ces limites. Ces limites, c'est bien un des problèmes. Qui en fait sont des obstacles à la liberté. Tout à fait. C'est un des problèmes contemporains de la plupart des États. Je suis d'abord une observation, là aussi, de fait, qui est la fragmentation des États. C'est-à-dire que la taille optimale des États aujourd'hui n'est ni l'Europe, ni le machin, ni quoi que ce soit. Et c'est ce à quoi on observe. C'est-à-dire cette modification de la taille de ces États. Mais ça, c'est le libéralisme, c'est qu'effectivement, les gens commercent. Ils veulent commercer sur Internet, tout ce que vous voulez. Grégoire Canlorbe. Et on ne les contrôle pas. Excusez-moi, alors, je pense qu'il y a une remarque qu'il faut faire sur Hans Hermann Hoppe, c'est qu'il est bel et bien cosmopolite, au sens où il nie la distinction nationale-étranger pour retenir la seule distinction propriétaire privé et personnalité exclue du territoire privé, de la propriété privée. Or, l'homme, en réalité, est un animal territorial, non seulement au sens où il désire avoir un territoire privé, mais au sens où un groupe clame la possession exclusive d'un territoire commun. Et Hans Hermann Hoppe nie fondamentalement le territoire de groupe pour ne retenir que le territoire privé. Donc il nie la distinction nationale-étranger. Et deuxièmement, excusez-moi, je fais vite, tout à l'heure nous avons évoqué Hayek, mais son évolutionnisme, même s'il fait la part belle aux traditions, demeure fondamentalement un économicisme, puisque le critère de sélection qu'il invoque à propos des traditions, c'est-à-dire les traditions, c'est
sélectionné par l'évolution culturelle, le critère qu'il retient est seulement économique, c'est-à-dire l'efficacité économique. Et il me semble quand même que Hayek n'est pas totalement ignorant de la sociobiologie. Oui. Oui, mais il en parle vaguement dans ce dernier livre. Ah oui, si c'est son tout dernier livre à la veille de sa mort, si c'est un éclair de lucidité. Oui, parce qu'en fait, l'évolution... Oui, la thèse centrale du libéralisme de Burke ou de Hayek, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie des traditions. C'est, au fond, l'humilité de l'esprit humain devant la complexité des choses. C'est tellement vrai que lorsque tu regardes la façon dont les gens commercent, le droit qui va émerger du commerce, ce sont des traditions, des façons de sanctionner les contrats, etc. Et ils ont existé avant même l'État. Parce que d'abord c'était le commerce international et le droit international de maritime ou tout ce que l'on veut, y compris l'assurance maritime, c'est des contrats privés, c'est des traditions qui apparaissent, qui émergent pour régler un problème qui est et c'est très s'assurer des intéressant transactions. Ce que vous dites, parce que en fait quand on va en Asie, dans beaucoup d'endroits très reculés qui changent à vitesse grand V, puisqu'ils introduisent le capitalisme, il y a beaucoup de modifications, il y a une réflexion à chaque fois avec les notables du coin qui est comment... Où ça par exemple ? Par exemple chez les Toraja en Indonésie, chez certains Karen en Thaïlande, et qui étaient les Karen c'est plutôt en Birmanie, non ? Alors c'était des réfugiés qui avaient des réfugiés Karen en Thaïlande, qui se posaient la question comment préserver la culture avec les évolutions qui arrivent très vite, et voilà, ça revient en fait, j'ai peut-être mal exprimé tout à l'heure la notion d'évolution, mais la notion d'évolution, c'est de dire que les choses vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'adapter. Moi, j'aimerais que maintenant nous parlassions, cher Jean-René Admiral, cher Jean-Gabriel Canlorbe, cher François Charles, cher Bertrand Léménissier, de la question des traditions, qui me paraît au fond au centre de la discussion sur les rapports entre libéralisme et cosmopolitisme. Si le libéralisme est fondé uniquement sur un rationalisme ou un pseudo-rationalisme qui affirmerait qu'on peut se passer des traditions, je vois mal comment il pourrait échapper peu ou prou au cosmopolitisme. Le cosmopolitisme étant d'ailleurs, au fond, le principe qu'il faut écarter toutes les traditions. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie... Être citoyen du monde, c'est pas écarter toutes les traditions. Attendez, c'est une question de définition là encore. Ah oui. Le cosmopolitisme, cette philosophie, cette idéologie a été définie par l'école cynique en 350 avant, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et notamment pas Grégoire le cynique, mais Diogène le cynique, cher Grégoire Canlorbe, ne faisons pas ce lapsus horrible. Donc, c'est l'affirmation que l'on est citoyen du monde, cosmos, le monde, politesse, citoyen. Et cette expression, dès l'origine, est une subreption dans les termes, c'est-à-dire une tromperie, un mensonge, parce que le citoyen, par définition, c'est le membre celui qui appartient à une cité, donc ou à une nation, la nation étant l'homologue de la cité antique. Et il n'y a pas de cité ou il n'y a pas de nation s'il n'y a pas de frontière entre un dedans et un dehors, s'il n'y a pas une différence entre le citoyen ou national d'une part, l'étranger d'autre part. Par conséquent, le citoyen du monde emploie ce terme pour faire croire qu'il est citoyen de quelque part alors qu'il est citoyen de nulle part. Il rejette en fait la citoyenneté. Voilà. C'est ça la vérité. Alors nous avons maintenant au téléphone, un ami des États-Unis d'Amérique qui va nous parler en français, j'espère, qui est donc François-René Rideau. C'est bien cela ? Oui. C'est bien cela, oui. François-René Rideau. Alors François-René Rideau, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, ingénieur en informatique, et vous avez un curriculum vitae extrêmement riche. Alors nous parlons du sujet profond de la vie politique, de la pensée politique, qui est le libéralisme conduit-il au cosmopolitisme. Donc le rapport qui peut exister entre le libéralisme d'une part et le cosmopolitisme d'autre part. J'ai expliqué que les mots étaient donc à définir. Le libéralisme, on sait à peu près ce que c'est. Le cosmopolitisme, c'est l'idéologie des citoyens du monde, c'est-à-dire des citoyens de nulle part en réalité, qui rejettent les frontières, aussi bien d'ailleurs les frontières physiques entre les peuples que les frontières morales entre les valeurs ou entre les traditions, ou qui font donc abstraction litière des traditions héritées d'une cité, dans une cité. Et le cosmopolitisme étant une idéologie qui a été fondée il y a 2350 ans par le philosophe Diogène le cynique et son école de philosophie d'Athènes. Alors, je voudrais savoir si pour vous, qui êtes un
qui avait réfléchi à la question du libéralisme, peut-être moins au cosmopolitisme. Y a-t-il opposition, ou au contraire une union indissoluble entre le libéralisme et le cosmopolitisme? François-René Rideau. Alors, déjà, je vois que vous avez une définition bien particulière du cosmopolitisme. Moi, je vous arrête. Totalement... Je vous arrête. Non, c'est une définition qui n'a rien de particulière. C'est une définition que donne le fondateur de cette école de pensée, qui est Diogène le Cynique. D'accord. Alors, avec cette définition-là, que je veux bien accepter dans définition, je dirais que le libéralisme est totalement opposé au cosmopolitisme, puisque le libéralisme dit qu'il y a des frontières morales et physiques, mais par contre, ce que le libéralisme dit, c'est que ces frontières sont déterminées individuellement. Chacune de ces frontières est tellement importante qu'on ne peut pas en déléguer l'autorité à autrui. Je vais devoir faire des tas de choix moraux dans ma vie, et ces distinctions sont très importantes, mais justement, je ne peux pas vous laisser à vous faire ces distinctions pour moi, ou alors sinon c'est vous qui vivez ma vie, et ce n'est pas moi, et dans ce cas-là, je perds mon autonomie et ma responsabilité, et mon agence et mon individualité. Alors là, pour le libéralisme, oui. Pour le libéralisme, j'ai dit toutes les discriminations sont à faire et ne peuvent être que faites que par l'individu. Il n'y a qu'un individu moral qui peut faire une décision morale. Si vous enlevez cette décision, l'individu n'est plus moral et n'est plus en fait de... Alors, attendez, je voudrais comprendre, François-René Rideau, je voudrais comprendre votre position. Pour vous, qui vous réclamez du libéralisme, donc il n'y a pas de choix moraux qu'on hérite. Chacun peut créer sa propre morale, donc et même sa propre identité. En fond, le libéralisme, dans votre sens, c'est une forme d'existentialisme sur le plan anthropologique, c'est-à-dire que l'existence précède l'essence. On décide soi-même. C'est une création ex nihilo de l'homme par lui-même. Non, tout au contraire. Tout au contraire. C'est quelque chose d'objectif, mais c'est quelque chose que vous ne connaissez, votre connaissance de la chose et la façon d'approcher la chose, c'est votre droit et votre devoir de découvrir quels sont ces choix moraux. Non mais attendez, je voudrais comprendre les choix moraux. Dans une société humaine, il y a des règles qui assurent la coordination des actions individuelles. Ces règles sont des règles morales, sont des règles juridiques. Et si chacun se dit moi je ne respecte pas les règles de la société, j'invente les mêmes, eh bien on est peut-être un anarchiste. Je doute qu'on soit un libéral. À ma connaissance, aucun des penseurs libéraux les plus réputés n'a adopté cette position qui consiste à rejeter toutes les règles. C'est très intéressant parce qu'en disant ça, je croyais que nous allions être tout à fait d'accord. Et en fait, je crois que vous prenez, je dois mal m'exprimer parce que vous interprétez les choses d'une façon que je n'interprète pas du tout. Vous interprétez mes j'ai mal compris, mais c'est possible. Oui, alors je me suis mal exprimé. Non, c'est moi qui ai mal compris. C'est que peut-être, enfin, une mauvaise communication va dans les deux sens. Il y a des choix moraux à faire et effectivement il y a des choix qui marchent et des choix qui ne marchent pas. Si jamais je décide je vais entrer chez mon voisin et puis je vais lui voler sa télévision, c'est un choix que je peux faire et c'est un choix qui va se retourner contre moi parce que c'est un choix qui ne marche pas du tout. Pas forcément. Attendez, expliquez-moi pourquoi le vol est contraire à la loi, contraire à la morale, mais si chacun décide ce qu'il veut, qu'est-ce qui m'empêcherait de voler en faisant un calcul utilitarisme au voisin? Si je m'aperçois que je ne risque rien, je volerai. Pardon? C'est ce que les économistes appellent un jeu à somme négative. Par définition, fort peu peuvent gagner à ce jeu parce que si tout le monde, plus les gens jouent à des jeux à somme négative, moins il y a de richesses et autres de biens à voler, et la plupart des joueurs sont perdants. C'est un jeu où il ne peut y avoir beaucoup moins cher monsieur François Rideau, François-René Rideau. Effectivement. Non, mais cet argument qui consiste à passer au général n'est pas du tout applicable au cas particulier. Vous pouvez toujours expliquer à un cambrioleur que c'est un jeu à somme négative que de faire du cambriolage, mais si lui sait qu'il peut cambrioler impunément sans risque de se faire prendre, il le fera. Vos raisonnements ne le toucheront pas. C'est pour ça que nous sommes ennemis. Je suis ennemi avec le cambrioleur, de même que je suis ennemi avec l'homme politique qui essaie de nous taxer. Je suis ennemi avec les fanatiques religieux d'ISIS qui essayent de me tuer. Je suis ennemi avec tous ces gens-là. Effectivement, son intérêt est contraire au mien et nous sommes en guerre. Et c'est une guerre qui peut... Alors attendez, moi je reviens aux choses concrètes parce que là je ne vois plus très bien...
Oui, mais la plupart des gens ne sont pas en guerre les uns avec les autres. Justement, le libéralisme est une théorie de la pacification. C'est une théorie qui permet aux gens, qui explique aux gens comment ils peuvent vivre en paix les uns avec les autres et que l'un dans l'autre, bon d'accord, si vous incitez à être en guerre contre les autres, bah, vous récolterez la guerre, mais l'un dans l'autre, les intérêts... Attendez. Ils peuvent jouer des jeux... Non, mais attendez. Je voudrais que mes invités qui sont dans le studio puissent intervenir aussi, parce que nous avons un peu de mal à... La liaison n'est pas excellente, mais avant que nous quittions François-René Rideau, j'aimerais quand même vous demander ce que vous pensez de l'immigration. Nous sommes dans un territoire, la France par exemple, ou les États-Unis pour ce qui vous concerne, et il y a un État, et l'État fixe des règles à l'entrée sur le territoire à l'immigration et éventuellement aussi à l'immigration. Vous avez un nouveau président des États-Unis qui s'appelle Monsieur Donald Trump, qui a annoncé qu'il allait expulser les immigrés illégaux, qui par définition sont des gens qui sont venus sans autorisation puisqu'ils sont illégaux. Bon, est-ce que vous croyez est-ce que vous admettez que du point de vue des principes du libéralisme, on doit refuser absolument toute limite à l'entrée des étrangers sur le territoire national? Oui ou non? Quel territoire national? Je vous dire la France ou les États-Unis? À l'immigration qu'il mérite. Vous avez un pays socialiste, vous attirerez les parasites qui viennent... Non, c'est pas la question que je vous pose. La question vous avez un pays libéral, si vous avez un pays libéral, vous attirez des gens pacifiques qui veulent travailler et faire fortune en étant pacifiques. Et si vous commencez à mettre des gardes-fous et à faire un pays de plus en plus fasciste, vous attirez le genre... Attendez. Là, jusqu'à présent, vous étiez sérieux, mais là, si vous invoquez le fascisme, on n'est plus sérieux. Le fascisme et le socialisme national, ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. Pardon? Non, je ne parle pas du Front National. Non, je ne parle pas du Front National. Vous parlez du fascisme, qui est un mouvement créé par Mussolini, qui a été modèle d'un certain nombre de mouvements, plutôt bellicistes. Ça n'a rien à voir avec le sujet dont je parle. Je parle de l'immigration. Je vous prie de m'excuser. C'est un anglicisme que je viens de faire. J'emploie le mot fascisme à la façon américaine. À la façon française aussi. Mais c'est un terme de propagande, c'est tout. Voilà, pour essayer de diaboliser ceux qui ne pensent pas. Pour revenir au sujet de l'immigration, l'immigration, effectivement, chaque pays aura l'immigration qu'il mérite de par la politique. Oui, mais ce n'est pas la question que je vous pose. Là, vous glissez de manière dialectique, mais pas très honnête, sur un autre sujet. Je ne vous dis pas qu'un pays n'aura pas les immigrés qu'il veut. Je vous demande si oui ou non, pour vous, il est légitime de fixer une règle d'entrée aux étrangers dans le pays. Oui ou non? Oui et non. Ce n'est pas légitime pour les... Bon, écoutez... Non, mais légitime pour... Oui. Alors, nous allons... Écoutez, comme la liaison est mauvaise, Grégoire Collomb va vous poser une dernière question et vous répondrez. Grégoire Collomb. Je vais essayer de sauver la thèse que monsieur René Rideau essayait de défendre tout à l'heure. Alors, peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est que les valeurs sont universelles et que le libéralisme le reconnaît, mais qu'il pense que les valeurs n'existent qu'incarnées dans des individus et que c'est à chaque individu de hiérarchiser les valeurs, même si celles-ci sont universelles. Par exemple, il y a la valeur de la pudeur et la valeur, je sais pas... la liberté. Oui, mais voilà. Et François-René Rideau pensera peut-être que c'est à chaque individu de placer le curseur entre pudeur et liberté des mœurs excessives. Donc peut-être qu'il pense qu'en fait... Alors il faut autoriser les gens qui souhaitent se promener tout nus dans la rue à le faire, avec ce raisonnement. C'est à chaque... peut-être que François Rideau voulait dire, c'est que c'est à chacun de placer le curseur... Si moi je suis naturiste, alors je vais me promener tout nu dans la rue. Je pense que c'est ce que... dans la rue publique si tu veux, mais pas dans ma rue, hein. Peut-être que François... vous êtes dans l'utopie là, je vous parle de la réalité sociale. Je suis d'accord que c'est une utopie, mais je pense que c'est ce qu'il voulait dire. François-René Rideau, merci de vos réflexions, mais malheureusement la liaison technique n'est pas très bonne entre la Nouvelle-York et Paris. Et donc je vous donne rendez-vous peut-être à votre prochain passage à Paris. Merci François-René Rideau, au revoir. Ok, au revoir. Il a malheureusement terminé par OK, ce qui est un vilain mot anglais. Et donc nous revenons dans le studio parce que là malheureusement la liaison n'était pas excellente, hein, et nous allons reprendre notre discussion. Alors le cosmopolitisme, c'est par exemple le refus de fixer des limites à l'immigration. Je voulais revenir sur l'évolution de la tradition dont on a discuté à propos aussi de l'économicisme. On voit par exemple dans la bioéthique, etc., des traditions très fortes du point de vue des usages du corps humain. À peu près dans beaucoup de cultures, on a cet aspect. Mais le fait que les ressources dont nous disposons
et dont nous avons normalement la propriété, même si ça nous est nié, fait qu'il y a une demande de plus en plus forte, bien entendu, de l'utilisation de ces ressources. Donc l'économie joue un rôle important dans l'évolution de certaines traditions. À l'heure actuelle, il s'agit par exemple de savoir si on légalise, par exemple, un marché des transplantations d'organes. Parce qu'on sait qu'en ne le faisant pas, les gens meurent dans les files d'attente. Donc, c'est un problème moral important parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions et qui vont m'interdire de faire quelque chose, sachant que les conséquences, ce n'est pas eux qui les supportent, ce sont les autres. Donc, je ne peux pas prendre la décision morale pour quelqu'un d'autre. Et c'est en partie ce que veut dire aussi François-René Rideau, si j'ai bien compris. Donc, c'est mon choix. Mais ce qui est à reprocher ici, c'est qu'il y a un groupe de pression qui impose sa morale à l'ensemble du territoire ou à l'ensemble de la collectivité par l'intermédiaire de l'État ou de la démocratie, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un des points importants à travers là. Nous avons un bobino important, mais je crois que malheureusement... il ne faut pas confondre, je précise simplement cet aspect, il y aura forcément une évolution de la tradition. Vous la connaissez bien avec le coût du temps qui a augmenté. Le fait des incivilités qui apparaissent ici ne sont pas des choses liées à la morale particulièrement, c'est qu'on n'a plus le temps de prendre soin d'autrui, de tenir compte, de respecter la propriété d'autrui, etc. Il me semble qu'il faudra, après avoir entendu le bobino du trésorier de Radio Courtoisie, Bernard Mazin, que nous allons entendre maintenant, reprendre la discussion, notamment en insistant sur la distinction entre la morale et le droit, parce que j'ai l'impression que, écoutez, les libéraux, les ultralibéraux comme vous, comme François-René Rideau, on est en pleine confusion entre la morale et le droit. La morale qui peut éventuellement être individuelle, mais pas le droit qui, par définition, ne l'est pas. Les lois sur les biotiques, c'est du droit. Alors, je voudrais maintenant que nous écoutassions le message de... non, c'est pas le message je me trompe, c'est plus le message de Bernard Mazin que nous passons maintenant, c'est le message alors Bernard Mazin vous a appelé, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à cotiser à notre chère radio, mais nous allons maintenant écouter plutôt un autre message qui est celui de la fête de la courtoisie du 25 juin prochain. Dimanche 25 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 25 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque, venez acheter d'irremplaçables cadeaux aux frais des livres dédicacés. Retenez, dimanche 25 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Eh bien, chers auditeurs, rendez-vous donc, si vous pouvez être à Paris, en région parisienne évidemment, le dimanche 25 mai, vous avez entendu le bobino de la fête de la courtoisie. 25 juin. Le 25 juin, décidément. Le dimanche 25 juin, pardon. Dimanche 25 juin. Et je pense que Jean-René l'Admiral sera là, à la fête. Oui, on peut compter sur lui. Il est patron d'émission. Oui, avec le plus grand des plaisirs, en 2 mots. Heureusement. Alors là, c'est un jeu de mots de traductologue. Bertrand Le Ménissier peut-être pour présenter son dernier livre. C'est vrai, il y en a 2 là. Quels sont les derniers livres que vous avez Le dernier sur Privatisons la justice parce que je commence. Privatisons la justice. Oui, l'autre c'est l'histoire de la route, la sécurité routière. Je me suis fâché avec la sécurité. Vous voulez qu'on interdise, l'interdiction en quelque sorte. De ce côté-là, oui, beaucoup. La limitation de vitesse, par exemple, vous êtes tout à fait opposé aux limitations de vitesse. Oui. Moi, je ne suis pas du tout opposé. Et au radar. Oui, vous avez tout à fait raison de mentionner ça. Alors, je soulève cette question du permis de conduire. Bertrand Lévy sera là. Grégoire Canlorbe n'a pas encore publié le livre, mais ça ne saurait tarder. Mais j'espère que vous, au moins, vous viendrez nous rendre visite dimanche 25 juin. Et François Charles peut-être aussi, s'il est à Paris. Voilà. Bien. Alors, Saint-Prosper. Saint-Prosper. Eh ben voilà, j'espère que la Radio Courtoisie sera prospère ensuite, avant et après cette fête de la courtoisie. Alors nous allons maintenant, cher Joël, puisque vous me faites la bonté et l'honneur de m'assister, nous allons entendre les messages des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre-journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit M. Grégoire Canlorbe, journaliste, essayiste, M. Jean-René l'Admiral, philosophe, traductologue, M. Bertrand Le Ménissier, professeur Bertrand Le Ménissier, professeur,
et François Charles, photographe, chercheur en théorie de l'évolution. Pour répondre à la question, le libéralisme conduit-il au cosmopolitisme ? Un auditeur. Bonsoir. Le communisme fut la dictature du XXe siècle. Le libéralisme sera la dictature du XXIe siècle. Une auditrice. Certes, Diogène refusait les frontières de nation, mais il voulait que l'on préservât la frontière de son tonneau. Il était quand même citoyen de son tonneau et de son espace de soleil. Un auditeur de Radio Courtoisie, Hans-Hermann Hoppe, est libertarien absolu, mais comme c'est parfaitement utopique, il est en réalité pas réaliste, monarchiste. Nous préférerions royaliste. Voir les 7 articles dans le Lien légitimiste 2016 et la conférence au Centre Saint-Paul. Un auditeur. Il y a quand même une contradiction intrinsèque au libéralisme à laquelle je n'arrive pas à obtenir de réponse claire de la part de ses adeptes. Que les libéraux échevelés m'expliquent comment ils concilient... Ah, c'est pour François Charles. La libre circulation des biens et deuxièmement, une limitation de l'invasion migratoire, à savoir la libre circulation des personnes. Un auditeur, je suis toujours étonné d'entendre des catholiques se revendiquant comme libéraux. C'est théoriquement antinomique. Le libéralisme est davantage en harmonie avec le protestantisme. Une auditrice de Radio Courtoisie, par rapport à ce qui est dit, il faut prendre exemple sur les Phocéens. Ils étaient indépendants, mais avaient le commerce chevillé au corps, tout en étant ouverts aux autres peuples. Cela leur a permis de durer. Une auditrice, il ne peut rien sortir de bon de ce que l'Église véritable a condamné. Un auditeur de Radio Courtoisie, merci pour l'émission. Le libéralisme suscite le cosmopolitisme, certes, mais quid du socialisme ? Quant au communisme, dans le champ international, il y est dit « l'international sera le genre humain ». Si ce n'est pas du cosmopolitisme, qu'est-ce que c'est ? Merci pour votre réponse. Une auditrice, ni la France ni l'Europe ne sont des terres d'immigration, ne prenons pas des vessies pour les lanternes. Un auditeur, le citoyen du monde n'était pas une conception qui nivelle par le bas. Celui qui se dit citoyen du monde ne souhaite pas s'intégrer à cette société dans laquelle il vit, mais en revanche que la société s'intègre à lui. Alors, nous allons répondre à ces questions. Oui, vous voulez répondre à une question, cher François Charles ? Oui, je suis très intéressé par la dernière sur la notion de citoyen du monde, puisque en fait, c'est un concept qu'on voit beaucoup. Et donc, pour en revenir sur la petite remarque que je faisais sur les réseaux sociaux, c'est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est un moyen d'avoir un nouvel espace où on a ces communautés qui sont pas liées aux choses physiques. Et j'entends beaucoup parler de citoyens du monde. Et quand je voyage, c'est toujours très intéressant parce que moi, je vis avec les personnes dans un endroit très reculé. Et tous les libéraux que je connais qui me parlent de citoyens du monde dans les pays dans lesquels ils sont allés vivre parce qu'ils ont immigré, ils ont quitté la France, ils vivent un peu comme des néocoloniaux, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent pas du tout à la culture dans laquelle ils vivent. Ils ne sont pas vraiment des citoyens du monde. Ouais. Et je trouve ça très intéressant. Oui, merci François Charles. Alors je voudrais répondre à la question intéressante aussi de cet auditeur de Radio Courtoisie qui nous dit que le socialisme conduit aussi au cosmopolitisme, comme le communisme, puisque dans le champ international, on dit l'international sera le genre humain. Alors, je soutiens que ce n'est pas le cas. L'international, par définition, c'est une relation amicale entre des nations. Le cosmopolitisme suppose qu'il ne doit pas y avoir de nations, qu'ils disparaissent. En fait, l'utopie égalitaire, qui était l'origine de la gauche, qui est l'utopie sous-jacente de différentes idées de gauche, a 2 pôles différents et contradictoires. Le premier qui est le collectivisme, qui aboutit au socialisme et au communisme, et à l'étatisme. Le second qui est le cosmopolitisme. Ça se voit très bien d'ailleurs dans les utopies écrites, dans les récits utopiques des penseurs égalitaires qui décrivent une société idéale, une utopie, soit comme une caserne, c'est le collectivisme, soit comme le carnaval, ça c'est le cosmopolitisme.
Alors, quand l'utopie égalitaire, donc qui est sous-jacente derrière la gauche, derrière les idées de gauche, se concrétise, il faut qu'elle adopte plus ou moins l'un des deux pôles. Le pôle extrême de l'étatisme collectiviste, c'est Staline. Staline qui avait d'ailleurs écrit un livre fort intéressant sur le principe des nationalités, que je vous conseille, chers auditeurs de Radio Courtoisie, c'est intéressant. Et ce n'est pas horrible, hein. Il reconnaît que les hommes appartiennent à des nations. Et il a appliqué ces principes à l'URSS. Hein. Gorbatchev s'est imaginé que l'URSS allait faire disparaître les identités nationales, les identités ethniques, et on a bien vu que ça n'était pas le cas, puisque l'URSS a explosé. Et lorsque Staline a condamné le cosmopolitisme après la Seconde Guerre mondiale, toute une propagande trotskiste d'abord et ensuite américaine, a voulu faire croire que c'était de l'antisémitisme, du racisme anti-juif. Mais c'est totalement faux. Staline n'a jamais été anti-juif. C'est une légende noire. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que lorsqu'il est mort en 1953, son numéro 2, c'était Kaganovitch, qui était juif lui-même. Donc c'est complètement inventé. Le cosmopolitisme a été dénoncé parce que ça s'opposait à la thèse du communisme dans une seule nation. Alors que les trotskistes voulaient, qui était donc une variante qui tendait plus vers le cosmopolitisme, du communisme originel, voulaient la révolution permanente et partout. Bien. Donc, je soutiens que l'international n'est pas, à proprement parler, du cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, c'est vraiment le refus des nations. Donc a fortiori de l'international. Voilà la réponse que je voulais faire sur ce point. Est-ce que sur ce point précis de la différence entre le communisme et le cosmopolitisme, ou le socialisme et le cosmopolitisme, il y a d'autres observations? Jean-René L'Admiral. Depuis tout à l'heure, il m'apparaissait que le tout marché comme version, comme socle théorique du littéralisme, du libéralisme, pardon. Vous êtes tellement traductologue que vous mettez le littéralisme à toutes les sauces. Qu'il y a une sorte d'ontologie économiciste, qui finalement est proche du marxisme. Et alors ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je me pose toujours la question en vous écoutant, monsieur le Ménissier, professeur le Ménissier, c'est est-ce que le libéralisme a l'ampleur d'une théorie générale, ou est-ce qu'il intervient comme correctif, comme simple correctif? Et il me semble que là, il y a une alternative entre deux positions qui ne sont pas forcément explicitement articulées, mais que je crois discerner dans différents discours libéraux. Alors, avant que Bertrand Le Ménissier réponde, moi j'ajoute une question, ou plutôt une observation, à ce que vient de dire Jean-René L'Admiral, chers auditeurs de Radio Courtoisie. C'est que ma thèse sur le libéralisme est simple, elle consiste à dire le libéralisme est une doctrine juste mais incomplète. Juste mais incomplète. Et beaucoup de penseurs libéraux imaginent que le libéralisme est la réponse à tout. Je crois que c'est une erreur profonde. J'ai essayé de l'expliquer justement dans cet essai que j'ai cité tout à l'heure, le libéralisme national, libéralisme utopique, qui est publié dans l'Identité de la France, ouvrage collectif du Carrefour de l'Orient. J'ai dit c'est très simple. Ça rejoint d'ailleurs la discussion que nous venons d'avoir avec François-René Rideau. Mais l'homme qui est censé être libre, mais d'où vient-il? D'où vient son identité? C'est d'ailleurs une observation, une critique du même genre qu'on peut faire à la théorie des coûts comparatifs, des avantages comparatifs attribués à Ricardo, qui en fait appartient à un certain Robert Torrens, qui Ricardo l'a emprunté, sans le citer. Mais passons. C'est que on suppose que les facteurs de production sont ce qu'ils sont, en tout cas que les capacités de production sont ce qu'ils sont, alors que elles évoluent en permanence par l'innovation. Et le libéralisme ne dit pas d'où viennent les identités individuelles, d'où viennent les capacités de création qui sont dans les peuples comme dans les individus qui les composent. C'est une grave lacune, et c'est pour cela que le libéralisme est une doctrine incomplète, bien qu'il soit essentiellement une doctrine juste. Je voudrais répondre Professeur Bertrand Le Ménissier. Sur ce point-là, par quelque chose de très simple, on ne naît pas libertarien, on le devient. Donc mon identité familiale ou tout ce qu'on veut n'a rien à voir, bien entendu, avec le fait qu'en observant le monde, en critiquant ce que j'observe dans la politique, le comportement des gens, au bout d'un certain temps, je dois comprendre quel est le moyen de pouvoir vivre dans une société de ce style. Et c'est dans ce sens-là, il n'y a pas que moi, puisqu'on devient libertarien après avoir lu aussi des auteurs qui ont eu sans doute le même problème. Donc ça, c'est un point important.
ne pas confondre toujours libéralisme, identité. On peut être libéral et avoir n'importe quelle identité. Le commerçant, il peut être religieux, il peut être tout ce que vous voulez. Il commerce, c'est ce qu'on lui demande. Alors, Bertrand Léménissier, permettez-moi... c'est pas d'économiste, je voudrais revenir aussi d'avoir l'immodestie de me citer, parce que je crois que ce que j'ai écrit résume mieux que ce que je pourrais faire spontanément, ce que je voulais dire, sur les limites du libéralisme. Puisque ma position, c'est que le libéralisme est une doctrine juste, mais incomplète, donc elle a des limites. Ce qui fait la force de la doctrine libérale dans son domaine d'élection, l'économie, à savoir qu'elle prend l'individu comme une donnée avec ses préférences telles qu'il existe et qu'elle accepte sa liberté, donc ses responsabilités, fait en même temps sa faiblesse quand on sort du champ de l'économie. La doctrine libérale ne peut apporter de réponse par elle-même à ce qui n'entre pas dans ses catégories, à ce qui est en dehors de son champ d'analyse. Elle ne permet pas de comprendre pourquoi les hommes sont ce qu'ils sont et ne permet pas non plus de rendre compte entièrement de l'évolution des institutions, c'est-à-dire de la genèse de l'ordre dans lequel les hommes se situent. La pensée libérale traite d'un individu abstrait, mais d'où vient cet individu? De quelle planète est-il tombé? C'est pourtant un homme en chair et en os, doté d'une certaine hérédité, qui a reçu une certaine éducation. Ce n'est pas un enfant, mais un adulte. Oui. Il est imprégné d'une certaine culture, il a sa propre identité. Ne confondons pas libéralisme et la théorie économique, ou la façon dont les économistes ont une vision de l'homme pour analyser et construire leurs faits. Ça, je pense que c'est un point important, là. Ça n'a strictement rien à voir. Le libéralisme est dans un sens une philosophie des droits de l'homme. Alors, nous allons... Donc, ne confondons pas les choses. Nous allons conclure cette discussion parce que je vais avoir maintenant un entretien téléphonique avec Paul-Marie Couteau sur la communauté des idées à droite. Et je voudrais que vous concluiez sur la question. Je vous ai posé une question à tous. Donc, le libéralisme qu'on utilise au cosmopolitisme, je me permettrai de donner ma réponse à moi à la fin, mais Grégoire Canlorbe, le libéralisme qu'on utilise au cosmopolitisme. Votre réponse? Très rapidement, le libéralisme extrême, ou stricto sensu, libéralisme stricto sensu, oui, mais il est possible de concevoir un système. Il est possible de concevoir un système qui soit à l'intermédiaire du libéralisme extrême et des inégalités de caste constitutives de la nation au sens traditionnel, et ce système est possible. Merci. Alors, Jean-René Admiral, le libéralisme qu'en dit-il au cosmopolitisme? Oui, je reviens à l'idée que j'indiquais, à savoir que soit, à mes yeux, pour ce que j'en comprends, c'est le projet d'une théorie générale qui verse dans le cosmopolitisme, et je dirais même un certain nihilisme, ou alors c'est un correctif qui prend en compte la complexité des choses. Ouais, c'est-à-dire que vous faites plus que de dire que le libéralisme est une doctrine incomplète, vous dites que c'est en fait une doctrine partielle qui vient compléter ce qui est déjà donné pour l'idéal pour la construction de la société, pour la conception de la société. Un bon libéral, à mes yeux, ce serait celui qui ne prétendrait pas fournir une théorie générale, mais qui par rapport à... Alors Bertrand Léménissier est un mauvais libéral, alors. Je vais répondre là-dessus. Moi j'aime bien ce qu'a dit professeur Léménissier sur le fait qu'on devenait libertarien. Attendez, je vous pose la question. Le libéralisme qu'on utilise au cosmopolitisme, cher François Charles. Répondez à cette question. Oui ou non? Oui. Par rapport aux définitions qu'on a données. Par rapport aux définitions. L'abolition des frontières. Voilà, et je pense que c'est intéressant pour en revenir sur la discussion que vous venez d'avoir sur le communisme, où en fait, et pour rebondir sur ce qu'a dit le professeur Léménissier sur on devient libertarien, c'est que dans les régimes communistes, on cherche à éduquer les personnes et on voit qu'on a une aspiration à la liberté. Merci. Bertrand Léménissier, la réponse est non. Donc là, c'est simple, ça ne mène pas, bien entendu, à être... J'entends par citoyen du monde, parce qu'un libertaire ou un libéral extrême, etc., comme il est en faveur de la propriété privée, c'est simplement sa cité qui n'est pas la même. Il ne veut pas vivre dans une cité, il n'est pas citoyen du monde particulier puisqu'il vit dans un endroit, mais il veut réorganiser, et c'est pour ça que je parle souvent de copropriété, notre façon en exigeant de tous le consentement quand on a une relation. Alors, moi, ma réponse à la question que je vous ai posée, que je me suis posée à moi-même, le libéralisme qu'on utilise au cosmopolitisme, j'ai dit non, pas nécessairement. Pourquoi? Selon moi, parce que certaines formes de libéralisme conduisent au cosmopolitisme ou sont cosmopolites, mais qu'il est possible, si on admet que le libéralisme est une doctrine incomplète, de faire une synthèse entre le libéralisme et le nationalisme. C'est ce que je propose d'ailleurs dans la filiation de Hayek et encore plus que Hayek de Burke. Alors, attendez, parlez dans le micro, cher. Jamais en dehors du micro. C'est ce qu'a exposé. Je suis très proche de ce qu'a dit Grégoire Canlorbe, qui me paraît très juste. Alors maintenant, nous avons au téléphone Paul-Marie Couteau. Paul-Marie Couteau? Oui,
bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonsoir, cher Paul-Marie Couteau. Non, mais bon, pour dire bonjour, paraît-il, d'après le dictionnaire littré, à n'importe quelle heure, même à 2h du matin. Bon. Écoutez, en Charente, où je suis, nous vivons à l'heure du soleil. Il n'est que 17h, il est 5h de l'après-midi. Alors, Paul-Marie Couteau, vous êtes écrivain, essayiste, mais un homme de lettres, et en même temps un homme politique. Vous êtes ancien député européen. Et donc, je voudrais que vous nous parlassiez de la communauté des idées à droite, telle qu'elle pourrait exister dans une France qui serait mieux orientée qu'elle ne l'est actuellement. Alors, que pouvez-vous nous dire de la communauté des idées à droite, cher Paul-Marie Couteau? Bon, je suis pas sûr que votre subjonctif imparfait soit tout à fait justifié, Henri. Si, parfaitement, je le soutiens. Sur vos facéties. Concordance des temps. J'ai l'habitude. Non. Bon, mais non, puisque la principale est au présent. Eh ben, regardez bien la grammaire et vous verrez qu'en français classique, avec tout le respect que je vous dois, sachez, cher Paul-Marie Couteau, vous pourrez le vérifier dans le Grévis, que lorsque l'on parle, on emploie dans la principale le subjonctif présent, dans le français classique, sinon dans le français du 19e siècle ou dans le français d'aujourd'hui, on doit employer dans la subordonnée le subjonctif imparfait. C'est ainsi que Jeanne d'Arc a dit « Voudriez-vous que je me parjurasse ?» Voilà, j'ai répondu à votre objection. Et pourtant, vous êtes un homme de lettres plus que moi. Jeanne d'Arc va avec vos jeux-là, avant vos jeux-là. Et je crois que vos jeux-là a mis un peu d'ordre et de logique dans tout ça. Non, dans la langue classique. Alors écoutez, je parle sous l'autorité de Jean-René L'Admiral, mais je soutiens que dans la langue classique, c'était ce qu'on disait dans Molière ou dans Racine, c'est cela. Jean-René L'Admiral. J'en appelle au Grévis. Jean-René L'Admiral, je crois que dans la langue classique de Molière ou de Racine, on emploie toujours le subjonctif imparfait après le conditionnel présent. Et certains y verraient une contamination du potentiel ou de l'irréel latin. Bon, voilà, alors la discussion va devenir compliquée. Alors revenons au sujet. Je ne mets pas en cause le subjonctif. Je mets en cause le fait. Je voudrais donc que vous parlassiez de la communauté des idées à droite. Allez. J'ai l'habitude de passer sur les turpitudes et les facéties. J'en ai fait une moi-même récemment, mais tout à fait à dessein et très sérieuse, que vous avez évoquée à l'instant, Henri, qui a consisté à montrer, comme je l'ai pu avec les armes que j'avais, c'est-à-dire de préparateur très distant d'ailleurs de discours. Je l'ai été un peu pour François Fillon et un peu, en raison des circonstances, pour Marine Le Pen. Fillon que je soutenais en premier tour. Je me suis débrouillé, mais la Providence m'a aidé pour mettre dans la bouche de l'un puis de l'autre, sur des sujets assez élevés. Il ne s'agissait pas de partir dans des considérations programmatiques, économiques et autres, à peu près, ou à très peu près, les mêmes mots, les mêmes phrases, et ça a duré plusieurs minutes. Et d'ailleurs, les journalistes, ce que je souhaitais aussi, ont fini par découvrir que Marine Le Pen avait repris, à 15 jours d'intervalle, une partie d'un discours qu'avait prononcé François Fillon avant le premier tour, quelques jours avant le premier tour d'ailleurs, au Puy-en-Velay. Voilà. C'est une chose dont je suis heureux de pouvoir m'expliquer. Je l'ai fait ici ou là, mais je suis heureux de le faire aussi à Radio Courtoisie pour donner espoir en ces temps un peu désespérés où l'on voit bien que s'effondrent à peu près tous les appareils de la droite. Je crois qu'il reste, et aujourd'hui plus que jamais, parce que c'est un tour pendable qu'a joué, je crois que vous en avez déjà parlé, j'espère, qu'a joué le nouveau président de la République à la droite classique en nommant ce fameux Édouard Philippe. Là, évidemment, comme la droite classique s'est prosternée devant, et très vite, et beaucoup trop vite devant Macron, il les a pris au piège, il nomme l'un d'eux Premier ministre, et je pense que les législatives vont être très compromises pour elle. Mais tant mieux, je crois qu'on peut construire justement sur un champ de ruines, et c'est un champ de ruines, mais qu'une lueur d'espoir luise au milieu de ce champ de ruines qui est la droite, ou tout au moins les appareils de la droite qui ont tous failli, aussi bien le FN, aussi bien que les Républicains et autres, on a tous failli, mais il faut partir de points élevés, de paradigmes, d'idées communes, qui sont celles justement que j'ai mises dans la bouche de François Fillon, puis de Marine Le Pen. Il s'agissait de rappeler que la France avait des atouts dans le monde, qu'elle avait une dimension ultramarine, qu'elle avait un atout qui était la mer, dont elle possède le deuxième domaine du monde, qu'elle avait également une image dans le monde qui ne la confondait pas avec l'univers atlantique, c'est-à-dire le tout économique ou le tout fric, ni avec le tout religieux, qui est l'autre totalitarisme qui enflamme le monde, qu'elle avait donc une voix tout à fait particulière à défendre dans l'univers,
et que de ce point de vue-là, nous avions un point de départ pour réunir, c'est beaucoup dire, mais donner une base commune, des idées de départ, des paradigmes à une droite dont j'espère qu'un jour elle se renouvellera, elle se réunira et nous aurons, il le faut pour le bien du pays, ou alors ça sera la mort, et nous aurons une droite nationale, populaire et unifiée. Voilà, il faut trouver des points de communion à partir desquels refonder la droite française. Donc, Paul-Marie Couteau, si je comprends bien, vous avez fait exprès de faire dire d'abord à François Fillon, dans son discours du Puy-en-Velay au mois d'avril, puis quelques jours après, dans le discours de Villepinte, me semble-t-il. Le discours de Villepinte de Marine Le Pen, des passages entiers qui étaient identiques. Oui. Je les ai entendus moi-même, c'était de très belles volées. Je vous félicite d'ailleurs pour le texte, et qui était superbe. Et oui, vous savez, mais je crois qu'on sera d'accord là-dessus. Il faut que les hommes politiques de droite prennent l'habitude de sortir de l'économisme, ô combien délétère, et partent d'une conception haute de la France, de sa mission, de l'idée qu'elle a d'elle-même et qu'elle doit donner aux autres, de ses responsabilités. Je parlais de la mer, de l'outre-mer, de l'Afrique, de la francophonie. Sur ces points-là, on peut assez facilement, je crois, exalter les cœurs. Et les choses ne sont pas exactement passées comme vous venez de le dire à l'instant. La Providence m'a quand même aidé. Il se trouve que je soutenais, comme vous-même d'ailleurs, Henri, à titre personnel. À titre personnel. J'ai soutenu François Fillon avant le premier tour, ouais. François Fillon. Jusqu'au premier tour. Et il faut dire que je le connaissais, et je trouvais que pour une fois nous avions un candidat d'une droite décomplexée, affiché comme tel, et je voyais peut-être les prémices d'une réunion possible tôt ou tard. Mais enfin, ça s'est pas tout à fait passé comme ça pour toutes les raisons que l'on sait, et surtout, je n'ai pas, j'ai toujours pensé que l'on pouvait sauver le soldat Fillon, en lui faisant tenir un verbe qui dépassait un peu les remugles de sa campagne, ou ce qu'avait, ou par ailleurs d'un peu programmatique, d'un peu âpre, d'un peu prosaïque même, son programme économique. Et j'ai réussi à convaincre une partie de son entourage et lui-même de donner des conclusions un peu plus enlevées à ses discours. Je lui ai donc envoyé des éléments de discours. Tout n'a pas été repris, mais après son échec au premier tour, j'ai pensé qu'il fallait rejoindre Marine Le Pen, et l'entourage de Marine Le Pen m'a aussi demandé des éléments de discours. Alors j'ai envoyé les mêmes. Mais après avoir réfléchi, j'ai pas tout envoyé, toute la cargaison, mais j'ai trouvé des points dont je me disais qu'il serait bon, qu'il serait excellent, qu'il... alors, se pose la question du subjonctif, là, à nouveau, n'est-ce pas, cher Henri, qu'il rassemblasse, n'est-ce pas, les droites exact. Bravo, vous voyez, vous progressez. Vous voyez, je viens à Canossa, je vous dis ce point. Qu'il réunisse, si vous voulez que je garde ma logique grammaticale, qu'il réunisse les deux parties de la droite. Voilà, je l'ai fait à dessein, consciemment, en me disant, bon, j'en vois pas tout, mais j'en vois certains passages, et c'est là où la Providence m'a aidé, parce que Marine Le Pen, ou tout au moins les personnes près d'elle qui, plus directement que moi, l'ont aidé à préparer le discours, ont repris une partie qui avait déjà été utilisée. Je crois aussi une autre qui n'a pas été décelée par les journalistes, mais je n'ai pas fait encore la géographie de tous ces discours, c'est de toute façon un peu de l'écume des choses. En tous les cas, j'étais pas mécontent que la chose apparaisse au grand jour, parce que je crois qu'elle est pédagogique, je crois que c'est une leçon. C'est un symbole. Pardon ? C'est un symbole, en quelque sorte. C'est un symbole, oui, c'est un symbole. C'est la preuve que nous pouvons réunir ce que les circonstances anciennes et le piège de Mitterrand, parlons de cela, on en a souvent parlé à Radio Courtoisie, il faut sans cesse redire que la division des droites procède en grande partie d'un piège implacable, dont je m'étonne qu'il perdure d'ailleurs, monté dans les années 1980 par François Mitterrand, qui a réussi à faire monter sur la scène, c'est-à-dire passer à la télé à plusieurs reprises, Jean-Marie Le Pen, pour créer une droite dont ensuite il s'est empressé de faire savoir ou de faire croire qu'elle était, plutôt faire croire qu'elle était
infréquentable, ce qui a divisé les deux droites en deux partis inconciliables et permis à la gauche d'installer son hégémonie pour la misère du pays que nous voyons, pour le mal du public que nous subissons depuis des décennies. Et je voudrais que la droite sorte du piège de François Mitterrand. Ça, c'est pour moi une obsession. J'avais créé le ciel dans la perspective mais je n'y suis pas arrivé, dans la perspective de créer un pont entre la droite classique. Dieu sait qu'il y a beaucoup de caciques de cette droite classique qui n'ont de droite que le nom, c'est une droite en peau de lapin, mais il y a des électeurs, mais il y a des cadres. Et il y a aussi certains parlementaires qui appartiennent ou qui ressortent, à mon avis, d'une bonne droite. Et qu'il ne faut pas... Qui ressortent ou qui ressortissent, cher Jean-René Almiral? À mon avis, qui ressortissent. Qui ressortissent. Parce qu'ils ressortent peut-être, mais il vaudrait mieux qu'ils ressortissent. Ils sont tous... excusez-moi, mais alors là, le sens est différent. Hein. Qui ressortissent, vous avez raison. Ressortissant, ils ressortent. C'est qu'ils ressortissent d'ailleurs. Hein, qu'ils ressortissent une vraie droite. Et qu'en ressortissant, ils ressortent. Non, je dis ça parce que... En ressortissant, ils ressortent. Nous avons une émission ensuite sur la langue française juste après, donc je préfère prendre les devants. Courtoisie est toujours très vigilant sur la langue. Nous essayons. Donc, quand même, l'idée est de sauver une partie de cette droite classique. Enfin, de sauver, pour l'instant, ils sont tous perdus. Mais en termes de travailler avec certains et de faire en sorte que le Front National sorte de sa... Oui, je suis toujours dans les sortes et les sortants, sorte de son ostracisme congénital. Merci Paul-Marie Couteau. Donc on peut dire que vous avez réussi un joli coup, mais qui est un coup qui a une valeur symbolique importante, parce que vous avez fait comprendre, pour ceux qui veulent savoir, qu'au fond, il y a bien un électorat de droite auquel on peut parler d'une langue commune, quel que soit le parti auquel on appartient, du moment qu'on est à droite. Merci beaucoup. Et qu'on parle de la France, de la patrie. Merci Paul-Marie Couteau. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 3 minutes après la pause technique.